Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on rentre directement dans le vif du sujet pour analyser un véritable angle mort du management public et des services d'incendie. En fait, quand on pense aux officiers de sapeurs-pompiers, on a tout de suite en tête des images de courage, de gestion de crise extrême et de commandement tactique pur. Mais la réalité de leur quotidien est un peu différente. Il y a toute une dimension administrative complexe, parfois lourde, qui transforme silencieusement l'essence même de leur métier. Alors, au programme de notre analyse d'aujourd'hui, on va d'abord explorer ce rôle RH méconnu, ensuite on verra le décalage flagrant dans les formations, avant d'aborder les risques bien concrets sur le terrain, puis on passera au levier d'action à notre disposition, et enfin on verra comment replacer l'humain véritablement au centre de tout ça. Première étape donc, ce fameux rôle RH méconnu qui va bien au-delà des flammes. Pour comprendre pourquoi c'est un tel défi, il faut vraiment mesurer le poids des responsabilités que portent ces officiers. Et pour ça, rien de mieux que quelques chiffres. En France, on s'appuie sur une force colossale d'environ 250 000 sapeurs-pompiers. Sur ce total, on compte près de 41 000 professionnels. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie que les officiers ne gèrent pas juste une petite équipe de temps en temps. Ils sont à la tête de chaînes de commandement immenses, avec des profils très variés, dans un environnement hyper exigeant. C'est là que le contraste devient fascinant. D'un côté, on a l'adrénaline, le commandement opérationnel pour sauver des vies et sécuriser les biens, mais de l'autre, la réalité quotidienne, c'est de gérer les absences, le cadre statutaire, de prévenir les risques professionnels ou même de désamorcer des conflits entre agents. En fait, c'est une plongée assez brutale dans les rouages du management public. Imaginez la scène. Juste pour illustrer à quel point l'équilibre est précaire. Un officier doit gérer le retour d'un agent après un très long arrêt maladie avec une inaptitude partielle. Il faut naviguer dans les méandres juridiques du conseil médical, trouver des options de reclassement, tout en s'assurant que le reste de l'équipe tient le coup et que les camions peuvent toujours partir en intervention. C'est un véritable numéro d'équilibriste. Et c'est exactement ce qui nous amène à notre deuxième point, le décalage de la formation. Car la grande question, c'est de savoir si ces leaders sont vraiment armés pour cette double casquette. Historiquement, l'NSOSP, l'École nationale de référence, est absolument brillante pour former à l'excellence opérationnelle et à la gestion de crise. C'est indéniable. Mais côté RH, les modules restent extrêmement théoriques. Ils sont très généralistes et souvent déconnectés des litiges hyper spécifiques du terrain. Résultat des courses, les officiers sont jetés dans le grand bain sans la moindre bouée, démunis d'outils concrets pour gérer ces situations délicates. On passe donc à notre troisième point, qui découle logiquement du précédent, les risques sur le terrain. Parce que oui, envoyer des cadres au front de la gestion humaine, sans les bons outils, ça crée une vraie réaction en chaîne. Si on structure un peu les dégâts, on peut les diviser en trois grands blocs. D'abord, le juridique. Une petite erreur de procédure administrative et ça peut finir en contentieux coûteux pour l'institution. Ensuite, l'organisationnel. Les tensions internes finissent toujours par dégrader le service public. Et enfin, le plus critique, l'humain. Une souffrance au travail qui s'installe tant pour les agents que pour les officiers qui se retrouvent complètement dépassés. Mais rassurez-vous, il y a des solutions. C'est notre quatrième partie, les leviers d'action RH. Il est tout à fait possible de bâtir une vraie feuille de route stratégique pour renverser la vapeur. L'approche la plus intelligente, c'est d'y aller par étapes chronologiques. On commence par éteindre le feu dans l'immédiat, on structure à moyen terme et on installe une nouvelle culture de management sur le long terme. C'est l'accompagnement qui prime, pas la sanction. Dans les 3 premiers mois, l'urgence absolue, c'est de créer des cellules d'appui RH de proximité. Dans l'urgence d'une caserne, un officier doit pouvoir décrocher son téléphone, avoir un expert RH au bout du fil et obtenir une réponse immédiate sur une décision disciplinaire à prendre. Ça évite les erreurs fatales et ça redonne beaucoup d'oxygène au commandement. Ensuite, à moyen terme, disons entre 6 et 12 mois, il faut complètement transformer la formation. Fini les grands discours théoriques, on passe aux études de cas, aux jeux de rôle, bref, à la pratique. Et il est indispensable d'adosser tout ça à des chartes de management partagées pour que tout le monde, dans toute l'organisation, soit enfin sur la même longueur d'onde. Et sur le long terme, la vraie révolution, c'est quand ces fameuses compétences RH vont être explicitement intégrées dans les critères d'évaluation formelle des officiers. C'est seulement à partir du moment où savoir gérer l'humain devient une condition de succès et de promotion que le changement devient pérenne. Ce qui nous amène tout naturellement à notre cinquième et dernière partie, l'ARH au centre. C'est vraiment la vision globale qu'il faut retenir de ce décryptage. Il faut qu'on soit très clair, la RH, ce n'est plus du tout une tâche administrative de seconde zone. C'est le socle absolu pour assurer la sécurité juridique, maintenir la performance et surtout protéger la qualité de vie au travail de ceux qui risquent leur vie. Mais ça ne marchera que si les directions RH et les officiers de terrain travaillent main dans la main pour co-construire ce nouveau modèle.
Pour clôturer cette analyse, on est en droit de se poser cette question qui résume un peu le tout. Peut-on vraiment parler d'excellence sur le terrain si en coulisses la gestion des équipes est un échec? Aujourd'hui, un grand leader ne se contente plus d'éteindre les incendies à l'extérieur. Il doit aussi savoir protéger et manager le capital humain qui rend tous ces sauvetages possibles. Merci d'avoir suivi ce décryptage.